conclure, les amis, une initiative de ce genre, un projet de ce genre, ce que ça fait, c'est que ça relocalise les compétences vers chez nous, les amis. Ça relocalise les compétences sur toute la chaîne de valeur, en commençant par les douanes, la logistique, des métiers plus techniques. Ça relocalise. Lorsque tu fais venir un bus tout fait, eh ben, peut-être le douanier va se frotter les mains, l'État va encaisser de l'argent, bien entendu, devrait, parce que on sait comment ça se passe. Et puis c'est tout. Peut-être ça créera un emploi pour un chauffeur parce que le bus, il était déjà fait quand il est venu. On a juste besoin d'un gars pour le conduire. Point barre. Et d'un espace pour l'entreposer. Donc, le propriétaire de l'espace, il va toucher quelque chose. Le chauffeur de bus, il aura peut-être un emploi. Et le douanier, bien évidemment. Et puis, c'est tout. Mais alors que quand je le monte sur place, si le projet est bien fait, bien ficelé, c'est autant d'emplois que je crée et autant de types de revenus et autant de types de valeur ajoutée sur toute la chaîne de valeur. Réfléchissez-y un instant, les amis, et dites-moi si je suis complètement à côté de la plaque. Donc, avec un tel projet, non seulement on relocalise les compétences, les amis, mais aussi on les perfectionne. On a la chance de perfectionner ces compétences à travers tout ce qui est transfert de compétences, les amis. On a la chance de faire que même si l'investisseur, au bout de quelques années, changeait d'avis sur notre pays, eh ben, nos frères, nos sœurs auront été formés et auront peut-être eux aussi suffisamment d'expérience pour que, avec un peu d'accompagnement financier, managérial et autres, eux aussi, ils créent des entreprises, des industries de ce genre. Mais lorsque tout ce qu'on a fait, c'est de recevoir du made in, je ne sais où, du prêt à porter, du prêt à rouler, puisqu'on est dans le cadre d'industrie plutôt mécanique et de bus. Quand est-ce qu'on va apprendre, ne fût-ce qu'à monter ces choses nous-mêmes? Voilà, les amis. C'est ce que moi, je pense. Et une telle initiative, finalement, elle nous permet d'autonomiser un grand nombre de Congolais, avec des revenus prévisibles, avec des revenus réguliers. C'est finalement comme ça qu'on crée une classe moyenne. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, les amis? Alors, la classe moyenne, techniquement parlant, selon où vous êtes, vous me direz c'est entre autant d'euros et autant d'euros. C'est ça la classe moyenne. Mais en gros, pour faire très simple, voilà, c'est une catégorie de la population qui, par son revenu, a déjà dépassé le seuil de pauvreté. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle le breadline. En deçà de ce revenu-là, tu tires le diable par la queue, mais alors terrible. Tu ne sais pas te loger, tu ne sais pas te vêtir, etc. Mais au-dessus, tu commences à être, voilà, tu rentres dans la classe moyenne. Tu n'es pas encore riche, mais c'est les gens qui se lèvent tous les matins pour aller au boulot, en présentiel ou en virtuel, peu importe. Mais ils doivent travailler. Ils ne sont pas assez riches pour se permettre de prendre des vacances de 6 mois parce qu'ils ont besoin de leur salaire pour continuer à financer leur train de vie, pour payer leur loyer, pour payer leur prêt hypothécaire, pour payer leur voiture, pour nourrir leurs enfants, etc. Mais ils ne sont pas encore assez riches pour devenir des grands investisseurs dans des entreprises ou avoir de grosses épargnes. Mais ils peuvent épargner quand même quelque chose. Donc, ils vivent avec l'espoir. C'est eux qui font tourner le système financier parce que c'est eux qui vont à la banque pour dire j'ai besoin d'un petit crédit pour m'aider à passer le cap. J'ai commencé un projet, mais avec mon salaire, ça me permet, c'est vrai, de vivre plus ou moins confortablement, mais ça ne me permettra jamais de prendre de mes épargnes pour monter cette entreprise. C'est ça la classe moyenne. Alors, on peut aussi parler de paupérisation de la classe moyenne parce que même en Occident, même dans les pays développés, des pays riches, la classe moyenne est en train de se paupériser un peu partout. C'est-à-dire, elle se rapproche vers le bas, donc elle va de plus en plus près de la ligne de pauvreté. C'est pour ça que vous avez des gens qui aujourd'hui, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis et dans tous les pays développés que vous connaissez, qui travaillent pour payer la maison, acheter la nourriture et encore mettre le carburant et puis c'est fini. Le cycle recommence. Ils ne sont pas encore tout à fait pauvres. Ils n'ont pas droit aux facilités sociales qu'on donne aux pauvres qui, eux, n'ont rien. Mais ils ne sont pas assez riches pour faire ces grandes choses que les riches font. Et c'est un sujet de société tout à fait séparé du débat d'aujourd'hui, mais c'est un vrai problème. Mais cette classe moyenne-là, ce débat, chez nous, il ne se pose même pas, parce que la classe moyenne, chez nous, elle est inexistante. On a quelques riches qu'on peut considérer comme riches, et presque tout le reste est pauvre. Et vous avez une classe moyenne toute fine là. C'est des employés de quelques 3 banques,
quelques 4 mining, quelques 2 opérateurs téléphone, quelques entrepreneurs qui, eux, se débrouillent plus ou moins bien, et ça vous donne même pas 1% de la population. Et c'est ça notre classe moyenne. Quand est-ce qu'on va élargir cette bande-là pour qu'il y ait des petits entrepreneurs, pour qu'il y ait ceux qui se débrouillent dans tel ou tel, domaine, qui créent 2-3 emplois, qui est peut-être salarié quelque part, mais qui touche quand même, gagne suffisamment bien sa vie pour... Il n'est pas encore riche, mais il peut quand même soutenir sa famille, etc. Aujourd'hui, il y en a trop peu. C'est comme ça qu'on crée une classe moyenne finalement, en créant des emplois, des industries, des entreprises comme celles que nous commentons aujourd'hui. Et les amis, si pareille initiative sera une fois toutes les 2 décennies, une fois tous les 20 ans, tous les 25 ans, ma crainte, c'est qu'on soit encore ici, en 2050, en train d'ergoter sur un projet de ce genre, en train d'ergoter, est-ce que c'est 200 ou 300 ou 400 emplois qui ont été créés? Est-ce qu'on aurait pu ou on aurait dû emmener les bus stouffés ou les pièces détachées? Est-ce que c'est une fraude contre la DGDA ou pas? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que le président de la République aurait dû être invité dans un petit truc comme ça? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que cet investisseur-là aurait été là avant ou pas? Est-ce qu'il est ami à tel régime politique, à tel autre ou pas? Je crains fort, si rien n'est fait, que dans 20 ans, ce soit encore le sujet des débats. Aujourd'hui, le sujet des débats, ce devrait être ce dont nous venons de discuter là. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Abonnez-vous sur la chaîne. Envoyez-moi vos questions. On continue la discussion sur les réseaux sociaux. Et ensemble, j'ai l'habitude de le dire, les amis, je ne le dirai jamais assez, essayons un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Laissez-moi un petit like sur la vidéo. Partagez, taguez vos amis et rassurez-vous que cette vidéo est vue, commentée, partagée. Et puis on en reparle. Et puis on continue. On se capte sur LinkedIn, on se capte sur YouTube, on se capte sur Facebook. On commente, on s'abonne massivement, on partage, on tag. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Moi, c'était ce que j'avais pour vous en ce jour. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.